Raphaël, qui est en train de nous filmer, a pour mission, n'est-ce pas David, de produire la suite du film que vous avez vu et que, semble-t-il, vous avez aussi pu apprécier, au moins pour une part du film, et tout n'est pas parfait, il y a plein de choses à se raconter derrière, c'est d'ailleurs sa vertu. Et ce film pourrait s'appeler, si on continue à y réfléchir, Les faiseurs de bifurcation. Ce ne sera peut-être pas son titre, mais enfin, en tout cas, c'est l'idée de départ. La commande de la part de Régis Petit, président, et d'autres, c'est de dire maintenant, il faut que vous fassiez un film sur le comment. Pas le pourquoi, pas la conviction, pas l'exercice du il faut, et surtout pas la liste de toutes les difficultés, y compris sans oublier bien sûr l'État, mais vraiment le comment. Donc je lance un appel parce que Raphaël va devoir aller filmer dans les 4 prochains mois des situations concrètes de collectivités, bien sûr, EPCI de préférence, mais bon, après tout, on va dire des chaînes d'action publique, des situations concrètes d'entrepreneurs, industriels, agricoles, exploitants agricoles, des situations concrètes d'opérateurs de transport, de logistique, de logement social, de tout ce que vous voulez, des situations concrètes d'initiatives collectives citoyennes, coopératives de ceci, coopératives de cela, groupements de, et tout ce qui s'en suit, qui sont autant de faiseurs de bifurcation. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas 3 territoires cibles pour dire ce sont les laboratoires de notre réflexion. Il y aura des gens un peu partout en France, dans des statuts les plus variés possibles, qui pourraient être la matière de la preuve qu'il y a une transition, mais on préfère bifurcation, en marche, et que ces gens la racontent à travers leurs modalités, qui sont les modes d'emploi qui ne vont pas nous tomber tout casqués du ciel. Voilà, je lance cet appel parce que si vous avez dans vos territoires, chers amis des EPCI et des SCOT, des situations vous concernant, vous, dans votre politique publique, mais aussi concernant les acteurs de vos territoires, parce que j'ai parlé d'industriels, d'exploitants agricoles et de collectifs habitants, à faire valoir, ne manquez pas de les signaler à David, et on va organiser une petite tournée filmée pour faire un beau film comme le premier. Voilà, c'était la seconde partie de l'annonce. Alors tout ça, pour dire quoi? D'abord que je suis en train de faire ce travail de reliance qui a porté ce dernier ouvrage, il n'est pas en photo, mais peu importe, dont je ne vais pas vous parler, Le temps des liens, essai sur l'antifracture. Bon, c'était l'idée que je vienne témoigner de ce bouquin. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui l'ont lu, les autres, écoutez, voilà. Non, mais moi, je ne suis pas trop partisan de venir vous raconter mon livre. D'une certaine façon, achetez-le, c'est mieux. Je préfère vous dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, à partir de lui, à vous, dans les circonstances dans lesquelles vous nous plongez ici, avec les questions qui sont les vôtres. Moi aussi, je vais relever le défi du mode d'emploi. La reliance, mode d'emploi. Puisque nous mettons ce matin en procès, et puis cet après-midi, on va arrêter le procès, l'urbanisme et l'aménagement des 60 dernières années, as-tu dit, Didier Locatelli, disons-nous ce que pourrait être l'urbanisme et l'aménagement de la reliance. Puisque manifestement, urbanisme et aménagement ont plutôt contribué au diagnostic de fracture qui envahiront nos logiciels politiques. Si je relève cette nécessité, dire qu'est-ce que c'est que l'urbanisme de la reliance, dire qu'est-ce que c'est qu'un SCOT de reliance, qu'est-ce que c'est qu'un PLUI de reliance, je vais simplifier mon avancée, mon petit bout de chemin, en disant que j'ai le choix entre 2 chapitres, le chapitre des produits et le chapitre des process. Dans le chapitre des produits, il y a les nouveaux modèles. Et ils ont été largement évoqués et déjà bien documentés, et ils le sont par ailleurs d'une façon extrêmement approfondie par 20 ans de travaux sur l'urbanisme circulaire, comme on dit aujourd'hui, mais enfin la question du recyclage, qui date quand même de la loi SRU et des années 2000, de très nombreux autres investissements intellectuels et pratiques et professionnels sur qu'est-ce que c'est qu'une trame verte et bleue, qu'est-ce que c'est qu'une gestion économe des ressources, qu'est-ce que c'est qu'un système de mobilité décarboné, qu'est-ce que c'est qu'un parc de logement résilient, etc., etc. Qu'est-ce que c'est qu'une ville climatiquement responsable et qui encaisse les chocs qui l'attendent, etc. Bon. Autrement dit, le chapitre des produits, je ne vais pas l'aborder
parce que je suis certain que vous le maîtrisez dans vos politiques publiques de PCI, et encore plus d'une certaine façon, parce que c'est effectivement très systémique à l'intérieur des SCOT, dans vos énoncés de SCOT. Les modèles, le quoi, ce qu'il faut faire, ce qui pourrait nous permettre d'avoir une sorte de catalogue alternatif à ces formes urbaines ou à ces modalités de fonctionnement de la ville que nous regrettons. Je ne vais pas refaire la liste. On a parlé de beaucoup de zones d'activité. Moi mon regret le plus important concerne les zones commerciales parce qu'elles ont porté vraiment des coups très rudes aux centralités historiques, alors que ces centralités avaient la plupart du temps en France entre 1000 et 1500 ans d'histoire et d'épaisseur patrimoniale et symbolique. Je veux dire, on est arrivé en 30-40 ans à faire beaucoup de mal à des trucs qui avaient mûri pendant 15 ans. C'est quand on coupe un arbre, et puis après on dit ah ouais, c'est embêtant, il avait 800 ans quand même celui-là. C'est un peu ça, l'effet des polarités commerciales sur les centralités historiques. Bon, mais je ne veux pas revenir là-dessus, je vais ouvrir le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est les process. C'est comment on fait pour rentrer dans cet urbanisme de reliance, avec des réponses qui concernent les modes de faire. Moi, je suis convaincu, je l'ai dit dans le film, pour ne pas m'autociter, mais que, en tout cas, tout ce cheminement que j'ai avec vous, il me construit cette idée qu'on ne transforme pas les choses, et nous sommes d'accord que nous avons un chantier de transformation, si on ne se transforme pas soi-même. Je le dis dans ces mots-là, et donc je les confirme, parce que je pense qu'ils nous interpellent pour chacun de nous, dans non seulement ce que nous sommes et nous faisons, mais aussi dans nos métiers, nos organisations, nos missions et nos responsabilités. Plus j'y réfléchis, moi je vois comme tenable l'idée qu'on peut tout changer, mais sans rien changer de la modalité de faire. Et je prolonge cette conviction que oui, il faut changer fondamentalement ce que nous sommes pour pouvoir changer ce que nous produisons. Je le prolonge fondamentalement en constatant que nous consacrons l'essentiel, 95% de nos efforts, à parler produits, à essayer de redire et de convaincre de la pertinence d'un urbanisme plus hybride, de mobilité décarbonée, d'une zone comme ci, comme ça, d'une politique de sobriété, etc. Et finalement très peu à parler process. C'est-à-dire, sauf ce matin, parce qu'il y a des sujets qui vont les illustrer, mais globalement, on ne remet pas beaucoup en cause les cadres qui nous caractérisent et les modes de faire qui nous caractérisent. Exemple, ce matin, cette discussion qu'on a, qui flotte, qui revient, qui va, est-ce qu'il faut et comment redéfinir les rôles politiques d'un exécutif d'une collectivité quelconque? Ça vaut pour les intercos avec les VP, mais ça vaut finalement pour les adjoints au maire, ça peut valoir aussi pour un bureau de département, etc. etc. Bon, ce sujet-là, qui est le pendant de ce moment de discussion qu'on a sur l'organisation des services, la structuration. C'est plus qu'une question de structuration, c'est bien sûr une question de management de vos organisations professionnelles. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas, la preuve, on en a parlé ce matin. Mais je dis que c'est un peu comme une sorte de serpent de mer. Ça ressort de temps en temps, et puis ça replonge. Et l'essentiel des sujets concerne les produits, sans que nous nous donnions fondamentalement des moyens nouveaux de changer les process, qui sont la seule garantie qu'on puisse changer les produits. Puisque je suis sur ce sujet, toute petite parenthèse, comme on se transforme en réfléchissant à la transformation, bon, j'ai eu, avec d'autres, dans la discussion d'élaboration du film, cette idée qu'il fallait en finir avec cette segmentation technique du pouvoir politique. Toi, tu seras à l'assainissement, toi, tu seras au sport, toi, tu seras à l'espace public, et toi, tu seras à la propreté urbaine. Dont vous savez tous qu'en fait, elle se répartit dans quelque chose qui n'a aucune rationalité technique en réalité, puisqu'il s'agit de trouver une place pour 15 personnes, de préférence dans des équilibres politiques et territoriaux. C'est-à-dire qu'il faut une place pour tous les maires. Quand malheureusement, il y a des fois, la plupart du temps, il y a beaucoup plus que 15 maires. Après, il faut regarder comment, politiquement, territorialement, on a casé Pierre-Paul Jacques, et il se trouve qu'il va hériter d'un des trucs que j'ai dit ou de n'importe quoi d'autre. En réalité, les intitulés techniques qui désignent les responsabilités politiques des vice-présidents n'ont généralement aucune raison fondamentale technique. Et c'est d'ailleurs plutôt heureux, mais ça répond à tout à fait autre chose.
Donc ça mériterait qu'on en redébatte. J'ai bien compris que dire oui, c'est pas compliqué. Un élu à l'évaluation, un élu à la prospective, un élu à la conduite du changement, un élu à l'arbitrage, etc., évacue d'une façon trop radicale la relation sectorielle de l'élu à l'action publique. Où à un moment donné, il faut pouvoir engager ses responsabilités sur les 600 millions investis dans Nantes Métropole sur l'assainissement. Bon, si vous claquez 600 millions pour bonifier le système d'assainissement, il faut quand même que vous mettiez en face une responsabilité politique. Et ainsi de suite sur les autres champs de politique. Donc, bon, je n'ai pas la réponse, mais ça, c'est le genre de truc, si on ne le saisit pas d'une façon bien désignée, on ne bougera pas tellement. Et d'ailleurs, ça a été dit dans le débat ce matin, vous avez bougé davantage dans vos organisations de services que dans cette structuration politique que j'évoque. Et là, vous êtes bien dans le process. Alors, pour accompagner ça, moi, je donne je développe 3 sujets sur lesquels je prétends que là, il y a de quoi casquer, rédiger le chemin, le process donc, d'un urbanisme de la reliance, d'un aménagement de la reliance. J'en ai pris 3 comme ça, c'est pour l'instant totalement empirique, c'est incomplet, c'est peut-être pas les prioritaires. Les 3 sujets sont mobilité et transport, nature, monde vivant, reconnexion vivant, hein, toute la question de la mobilité, toute la question de la nature dans toutes ses dimensions, y compris agricole, et foncier, qui n'est pas tout à fait raccord avec les 2 autres, c'est pas un champ thématique, c'est quelque chose de beaucoup plus transversal. Vous allez comprendre ce que je veux dire à travers ces choses-là. Sur la grande question de nos productions publiques de l'offre de transport répondant à une société de mobilité croissante. Nous avons beaucoup progressé depuis que je regarde ces choses-là. Ça fait pas mal de temps qu'on fait le coup de la photo. On a beaucoup progressé en multi-intermodalité. On a forgé, nourri et installé la notion d'autorité organisatrice de transport, de mobilité, etc., qui fondamentalement dit le rôle de coordinateur qui est la sienne. Autorité organisatrice, ça ne veut pas dire qu'elle fait tout, ça veut dire qu'elle est à l'assemblage de quelque chose qui relie des pouvoirs, des territoires, des besoins, des pratiques, des capacités, etc., etc. Je note en même temps que ce progrès d'articulation des échelles qui fait que maintenant, dans un endroit lambda, quand on se met à penser offre de bus, on regarde un petit peu ce qu'il en est du schéma des vélos et qu'on fait quand même un peu attention sur le rabattement voiture et qu'on s'interroge sur les horaires du train, enfin, bref, on essaie d'attraper toute la chaîne en modalité et en échelle. Donc là, on fait un magnifique boulot d'urbanisme des liens. A eu pour conséquence un peu normale de créer une intégration de ce système de plus en plus homogène et étanche. C'est-à-dire que la complexité à traiter lorsqu'il faut coordonner ces différents niveaux, modalités, financeurs, parties prenantes, horizon, la mobilité à 300 mètres, la mobilité à 30 km, etc., fait que le sujet devient quelque part autonome. Et qu'on a désormais, dans beaucoup de situations, un véritable État dans l'État en matière de politique publique, avec des gens qui travaillent tellement bien qu'il ne faut pas venir trop les embêter. Parce qu'ils ont une lourde responsabilité dans l'urbanisme des liens par la mobilité. Le problème, c'est ce que nous avons perdu de ce fait dans la capacité à articuler cette politique-là, qui a bien progressé, avec d'autres politiques territoriales qui donnent tout leur sens à la première. Parce que le sens de cette politique de mobilité n'est pas juste de bouger et d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, le plus massivement possible, le moins cher possible et de toute façon décarboné. La mobilité n'est pas une fin en soi, bien sûr. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, cet urbanisme des liens, là, il a progressé dans ce sujet. En même temps, j'aurais presque tendance à dire qu'il a un peu régressé dans sa capacité à fabriquer des synergies avec d'autres champs politiques. Je ne vais pas citer le territoire auquel je pense très fortement, parce que ça serait un peu injurier les efforts qu'il fait, mais je le vois dans une grande métropole française, voir se déployer des efforts d'interterritorialité très, très larges et très courageuses pour fabriquer une autorité organisatrice de mobilité à une échelle nouvelle. Sauf que le sujet devient strictement les déplacements et strictement la mobilité. Et on ne réinterroge ni les modèles d'urbanisme, ni les localisations commerciales, ni les offres de services, ni les multiples autres facettes de la vie quotidienne
qui évidemment sont constitutives de nombreux moments de notre vie de lien et donc exigeant d'un urbanisme des liens. Il y avait un outil, vous le connaissez tous, qui avait cette capacité de faire cette promesse, de dire on pensera mobilité et développement en même temps que urbanisation, services, connexion, vie quotidienne, etc., etc. Pas pratiqué partout, mais quand même très intéressant. C'était le contrat d'axe, qui évidemment, comme son nom l'indique, ne résout pas toutes les questions, puisqu'il traite d'un axe, mais qui construisait cette promesse financière et des investissements entre des opérateurs qui n'avaient pas forcément tendance à se parler tous les 4 matins, parce que les uns font du tramway ou des bus, les autres font de la promotion immobilière. Eh bien voilà, c'est ce genre de sujet qui me semble être une de ces nouvelles modalités à redéterrer pour que notre process de production, sans que je vous parle le mot du monde de modèle, je ne suis pas en train de parler de densification ou de ce qu'il faut faire au droit des axes de circulation. On sait très bien ce qu'il faut faire au droit des axes de circulation. La question, c'est qu'on ne sait pas très bien s'y prendre pour être certain que l'urbanisme des liens qui progresse dans la mobilité ait des effets synergiques beaucoup plus amples et au-delà de la simple question des déplacements. Ça, c'était mon premier sujet, mais ça part quand même de la conviction que l'urbanisme de lien n'est pas une page blanche. D'une certaine façon, je m'écris dans l'article là pour Horizon Public qui sort, à un moment donné, je me dis même, en fait, c'est une tautologie. Urbanisme, qu'est-ce que c'est que l'urbanisme ? C'est une façon d'essayer d'apporter des réponses à tous les besoins de la vie quotidienne, de sorte qu'elles soient agencées dans quelque chose de satisfaisant. Donc, urbanisme de lien, tu redis 2 fois la même idée. Bon, dans le domaine que je viens de donner, certes, mais enfin, il y a encore des progrès à faire pour que les politiques de mobilité, aussi intelligentes soient-elles, se remettent au service d'une vision des liens beaucoup plus assemblée. Autrement dit, je pourrais l'écrire, lier les liens de transport, mais les liens de service, les liens de recours, etc. Deuxième exemple, nature, monde vivant, reconnexion. Ce paquet-là, on peut l'appeler autrement, hein. Je n'ai pas mis biodiversité, mais il faudrait, j'ai dit monde vivant. Peut-être le mot qui me paraît le plus juste, c'est reconnexion. Parce que, en fait, l'enjeu, ce n'est pas juste une politique de la nature. Entre nous, la nature, si on lui fiche la paix, elle va s'en sortir très bien. La vraie question, c'est la reconnexion entre nous et cette planète. On est d'accord, on l'a tous écrit, le président Michel Henrich l'a répété, le président, je me rappelle ses rencontres des Scots à Nevers en 2016 où on disait les Scots sont des opérateurs de transition. C'est le champ le plus central aujourd'hui des politiques publiques. C'est le SI hein, du film. OK. Sauf que le monde agricole, le monde forestier, le monde de la gestion de l'eau, les agences de l'eau, toute une galaxie d'opérateurs de l'eau, le monde de l'énergie, on n'a pas vraiment la main. Vous n'avez pas vraiment la main. Les 2 premiers en particulier, les autres un peu plus. Les 2 premiers... Autrement dit, nous promouvons des modèles et nous avons des ambitions et des convictions salvatrices. C'est le cœur de métier de l'aménagement et de l'urbanisme des liens, mais on n'a pas le dispositif de travail qui nous permet de dire on va construire un projet agricole territorial. Je n'ai pas dit un projet alimentaire territorial. Le projet alimentaire territorial amuse les acteurs agricoles souvent parce qu'ils disent « mais de quoi vous parlez ?» Ah, vous parlez de nourriture, comme ils ajoutent quand ils sont vraiment énervés, entre bobos. Mais alors, où est le projet agricole territorial, qui est un projet de production? Évidemment, pour quel marché, à quel horizon, moyennant quel choix techniques, et chimiques et autres, etc. etc. Quelle dimension sociale aussi, une agriculture d'exploitation familiale, etc. Alors, où est le projet forestier? Quand même, quand on se rappelle que plus de 30% de la superficie de la France étant forestée, des fois, il y a des vides énormes dans notre pensée aménagiste. On parle de l'aménagement, des politiques publiques, etc. Mais qui s'occupe de la forêt? Bon, j'ai quelques réponses, comme vous tous, à cette question, mais je veux dire que ces acteurs-là, alors il y a sans doute plein de territoires qui peuvent lever la main en disant « si, chez moi, ils sont là, on travaille avec eux, etc. » Mais globalement, convenons que lorsqu'on saisit le sujet nature, monde vivant, reconnexion, qui est au cœur de l'urbanisme des liens, nous n'avons pas le cadre de travail qui nous permet
d'aligner des acteurs, de construire des arrangements, et il y en a drôlement besoin, qu'on fait la bataille de l'eau, qui ne fait que commencer, et par conséquent, de faire ce vrai travail d'élaboration de ce qu'on peut appeler une politique de la nature, du monde vivant et de la reconnexion. Et pour ne pas terminer sur ce constat négatif, voici la proposition. Vous êtes des représentants, les élus et techniciens, de ce que nous appelons, dans notre langage à tous, la maîtrise d'ouvrage public, dépositaire d'une responsabilité de mission publique sur des objets publics, généralement adossés à des patrimoines publics, de services, de réseaux, etc., etc. Et tout ça pris dans une économie publique. Les mondes que j'ai cités, monde agricole, monde forestier, mais je pourrais presque le dire pour les autres, ne sont pas adossés à des maîtrises d'ouvrage publiques. Ils sont adossés à des entreprises privées, parfois à des maîtrises d'ouvrage coopératives, qui mettent ensemble des intérêts privés selon des modes de gouvernance un peu partagés. Ce sont d'autres modalités qui sont strictement entrepreneuriales ou un peu plus sophistiquées pour celles de l'eau et de l'énergie. Voilà, c'est ce que je veux désigner quand je dis qu'il faut qu'on s'intéresse au process de l'urbanisme des liens. Parce que si nous ne construisons pas les nouvelles modalités de maîtrise d'ouvrage, on reste, nous, je me mets avec vous, dans notre monde de la maîtrise d'ouvrage public, et on regarde les autres, qui sont dépositaires des ressources fondamentales du projet en question, se démerder avec leur propre logique économique. Et le monde agricole, par exemple, évidemment pris dans ces logiques de filières mondialisées et soumis à une politique, qui est la politique agricole communautaire, ne répondant en rien à des nécessités territoriales, sauf si il y a des sujets partageables sur le terroir, sur la vigne, sur le maraîchage, sur l'eau. Et évidemment qu'il y en a, mais encore faut-il pouvoir en discuter entre mondes qui ne se croisent pas. D'ailleurs, là, ici, à Joubert, il y a une dizaine ou une douzaine de consortiums territoriaux divers et variés. Vous allez en trouver aucun qui représente les questions que je suis en train d'évoquer. Mais par contre, tous, nous sommes convaincus que le champ de l'urbanisme aujourd'hui, c'est ce champ-là au centre. Nature, monde vivant, reconnaissance. Vous voyez que comment honorer le rendez-vous de la reconception si on n'est pas entre gens dépositaires de cette chose-là. Donc c'est pour ça que dans le bouquin, il y a ce passage sur les biens communs. C'est pas un scoop, hein, le bien commun, c'est pas moi qui, bien sûr, mais qui pousse au moins le sujet un peu plus loin en essayant de réfléchir à ce que peuvent être demain les maîtrises d'ouvrage de biens communs. C'est un truc compliqué. C'est pour ça que les juristes sont indispensables, parce qu'une maîtrise d'ouvrage, dans notre culture, on sait ce que c'est d'un point de vue administratif. C'est une autorité publique. Et là, je parle de maîtrise d'ouvrage de biens communs qui vont forcément impliquer des acteurs et des contributeurs qui, eux, relèvent d'intérêts privés. Et quand vous allez voir un exploitant agricole pour lui parler de sa terre, vous lui parlez quand même de sa terre, de sa propriété familiale. Mais quand vous dites qu'elle fait partie du bien commun, il tique un peu, il a juste raison. Comment ça, bien commun? C'est à moi. Hein. Cette construction d'une maîtrise d'ouvrage n'est pas immédiatement disponible et elle ne deviendra disponible que si nous... Alors, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, mais si nous ouvrons de nouveaux champs d'organisation, si nous parlons de régie de territoire, qui permettrait de faire rentrer dans la régie une espèce d'hétérogénéité de parties prenantes. Si nous faisons remonter très, 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 très haut l'idéal coopératif, parce que dans la coopérative, il peut y avoir du public et du privé. Si nous imaginons ce que peuvent être des mutuelles territoriales. Mutuelles, on connaît, toute notre économie sociale est fondée dessus. Mais territorialement, je n'ai pas énormément d'exemples à partager. J'aime bien aussi la notion de conciergerie. Parce que la conciergerie, on sait qu'elle prend en charge une mission de gestion et qu'elle relève de l'intérêt des copropriétaires. Et on peut donner à copropriétaire un sens très large, y compris public, vis-à-vis d'un massif, d'une vallée, etc., etc. Donc c'est pour l'instant que de l'invention sémantique, mais derrière, il y a des conséquences organisationnelles, juridiques, administratives, qui sont le process de l'urbanisme des liens. Et le dernier, le plus facile, parce que nos débats collectifs ont fait beaucoup progresser là-dessus, le foncier. Donc le moment ZAN, là-dessus, il est complètement exemplaire. Ça a été dit, répété, Rémi Bochard l'a répété très bien aussi, la solution du foncier, elle est interterritoriale. Et Régis Petit aussi, qui n'arrive toujours pas à prononcer interterritorial avec facilité, mais ça va il est président, donc pas non plus. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je te le dis, je suis sûr que tu ne feras plus du tout l'erreur. La solution, elle est interterritoriale. Oui, bien sûr, parce qu'évidemment, s'il faut faire des efforts drastiques ici, peut-être qu'on peut trouver des compensations de réponses fonctionnelles ailleurs. Et plus on regarde grand, et plus c'est facile de trouver ces compensations. Plus on rétrécit,
et plus on s'enferme dans une équation impossible. Comment voulez-vous que je réponde à des besoins si je n'ai pas mon taf, etc., mon taf de consommation? La solution est interterritoriale, le pouvoir est municipal, bien sûr. Et c'est comme ça, et sauf transformation institutionnelle majeure, l'interco reste politiquement aux mains de la légitimité de ce premier niveau de scrutin. Et aucun élu ne l'oubliera jamais, parce qu'il sait qu'il ne viendra pas sur la scène intercommunale s'il n'est pas passé par la scène municipale. Ça s'entend très 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 bien auprès des élus qui, au bout d'un moment, te disent « tout ça est très intéressant, si vous laissez gagner les prochaines élections municipales, on pourra continuer à en parler. Sinon, si je loupe ce niveau-là, vous ne me reverrez pas sur la scène intercommunale. » Donc, le pouvoir est municipal. Premier problème majeur, mettre en place une politique interterritoriale. Bien fait, avec des représentants d'un pouvoir municipal. Deuxième contradiction compliquée, la transaction, elle est politique. On a fait du ZAN la question des élus. Messieurs les élus, c'est à vous de trouver la solution. Tu fais combien d'efforts, je fais combien d'efforts, à quoi tu renonces, qu'est-ce que tu mets dans le paquet, qu'est-ce que tu peux reconvertir toi, etc., etc. Quant à la concrétisation, au passage, on s'y prend comment, elle est complètement économique. C'est combien ça coûte ce foncier qui est déjà bâti, qu'il faut reconvertir, et comment je fais rentrer dans l'équation immobilière quelque chose qui n'y était pas auparavant, qui est une charge foncière multipliée par 10 ou par 100. C'était beaucoup plus facile en extensif. Et parce que dans ce pays, il se trouve que quand même, le foncier, il est privé. Donc ça fait une double butée extrêmement complexe. D'un côté, on a des beaux modèles pour faire de l'urbanisme de lien. De l'autre côté, on a justement une espèce de double nœud sur la façon de pouvoir s'en saisir. Je sais bien qu'on a des outils fonciers. Regardez, vous les connaissez comme moi, les EPF, nombreux, puissants, très intéressants, heureusement qu'ils sont là. Les OFS qui se multiplient, j'allais dire comme les types, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il y en a quand même plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Des SPL qui ont aussi ces capacités de portage foncier. Des EPF qui se traduisent, enfin, qui vont maintenant vers le métier de foncière commerciale, de foncière, on va dire de mission publique, parce que des foncières, il en existe des privées depuis longtemps. Tout ça est en place, c'est vrai, sauf que ces outils-là, on ne sait pas s'en servir pour l'instant pour le ZAN. Et on ne sait pas s'en servir pour une question très simple, c'est que la plupart de ces outils, sauf l'OFS, sont des outils de flux. C'est-à-dire que c'est des outils qui permettent de faire du portage foncier pour ensuite le remettre dans le circuit de l'opérateur qui, pendant donc les 5, 10, 20, ça peut aller jusqu'à 25 ans, s'est défait de cette charge-là et va la retrouver. On ne sait pas faire pour l'instant d'outils fonciers qui fassent du stock. Et le stock, c'est la dissociation. C'est-à-dire que ce foncier n'est définitivement plus l'affaire du bilan économique de celui qui occupe par son opération la parcelle en question. Mais par contre, ce foncier rapporte par le loyer. Ça, on le fait dans le cadre des OFS. C'est le principe des BRS. Mais pour l'instant, alors que je ne vois pas d'obstacle majeur, juridiquement parlant, à ce qu'on étende les choses, on n'imagine pas le faire pour d'autres raisons que le développement du logement social. Sauf que le Pays Basque a dit ce matin, ou je ne sais plus si c'est le Pays Basque ou un autre, non, c'est Régis qui a dit on ne voit pas pourquoi on continuerait à vendre notre foncier économique, on va le garder, et on va donc le louer. Donc oui, on va le garder, mais évidemment, il faut quand même un outil de portage qui ait des reins un peu solides, parce qu'il va falloir acheter pendant, je sais pas moi, 10, 20, 30 ans, avant que les loyers finissent par équilibrer le bilan de la société en question, ce qui veut dire que derrière, l'urbanisme des liens, qui va permettre justement ici d'avoir un rapport complètement différent au foncier, il n'existera que s'il y a une réponse bancaire nationale qui permet d'accéder à des marchés de prêts bancaires qui soient spécifiques à ce type de mission, pour qu'on puisse créer des boîtes de portage qui auront pour fonction de garder du foncier. Alors, sur les baux amphithéotiques, 99 ans, sous-entendu, on verra. Et les boîtes en question, pourquoi seraient-elles strictement publiques? Et pourquoi n'y aurait-il pas des opérateurs privés ou parapublics avec un système bancaire dont on ne sait jamais très très bien s'il est public ou privé en France, parce qu'en fait, il est mixte. Voilà, ça c'est moins des outils que des nouvelles façons de se servir des outils existants et qui, de mon point de vue, sont les sujets sur lesquels nous devrions être beaucoup plus attentifs. Moi, partout où je vais aujourd'hui en tant que conseil, quand il y a une histoire de ZAN,
j'ai plus envie d'aller dire, d'ailleurs c'était très bien dit par le président, c'est complètement, enfin, d'aller expliquer aux élus pourquoi il faut le faire. D'abord, la moitié d'entre eux me regardent d'un air dire, oui, attends, c'est bon, on t'a pas attendu. Quant au dernier à convaincre, j'aurais un peu l'audace de dire que c'est pas qui m'intéresse plus, mais il faut pas avancer à leur rythme. On ne peut pas avancer au rythme du plus lent dans les transitions, les bifurcations, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller pour essayer d'aller chercher le dernier carton de résistants. Maintenant, ils disent tous, les élus, OK, bien sûr, oui, tout de suite, vite, OK, 54%, etc., etc. Comment? Et là, par contre, en termes d'outils, moi, je galère, comme vous tous d'ailleurs, hein, dans l'opération territoire pilote de sobriété foncière. Je peux dire qu'on est pilote de rien du tout, parce qu'en fait, on ne sait absolument pas comment s'y prendre, parce que ce sont ces questions-là qui manquent. Voilà, je vous ai parlé de la reliance. Je ne l'ai pas fait en partant du bouquin. Je ne l'ai pas fait pour vous expliquer à quel point une société qui ne met pas la reliance au cœur de ses promesses sociales, politiques et professionnelles, puisque j'ai beaucoup insisté là-dessus, aujourd'hui n'est pas au rendez-vous de ce qu'il a travaillé. Ce qu'il a travaillé, je ne vais pas revenir dessus, c'est les fractures, c'est les divisions, c'est les clivages. Je n'avais pas envie de repartir de là. Je pense que moi j'ai écrit le bouquin en janvier, après des années de tergiversation pour savoir quand est-ce que j'allais me lancer dans le truc. On a tous compris que maintenant, le clivage, la fracture, pardon, c'est une forme de raidissement, de radicalisation. Cette radicalisation politique, des positions des uns et des autres, etc., elle a conduit au clivage. Et le clivage, maintenant, il a conduit au blocage. Et on y est, institutionnellement, politiquement, dans nos capacités de pays. On est dans cette... Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il semble que, après nous être repus du thème des constats et des dénonciations des fractures, il faille que nous trouvions l'antidote, qui est donc la reliance, à condition de ne pas l'évoquer comme une sorte de principe philosophique un peu religieux. C'est Éric Piolle qui m'a dit un jour, mais ton truc c'est religieux, parce que c'est la même racine que religion, reliance, c'est le lien religio, c'est ce qui relie. C'est éminemment politique et professionnel, comme j'essaie de le dire, parce que je pense qu'il y a effectivement là les leviers de réinvention, non pas de l'urbanisme en tant que produit, mais des façons de s'en saisir. Mais ceci dit, je ne vous laisse pas sans définition, entre guillemets, parce que c'est dans le bouquin, mais la reliance, elle est plurielle. Parce que vous voyez la quantité de liens qui sont en jeu dans ce que je raconte, ceux avec la nature, ceux entre nous, ceux entre territoires, ceux entre mondes professionnels, ceux entre horizons temporels. Elle est activante parce que ce n'est pas un constat de ce qui nous relie, c'est un engagement dans ce que nous devons faire pour être reliés. Parce que donc, par conséquent, ce n'est pas simplement une photo de nos liens, c'est un saisissement. Et elle est dialogique, dit Morin, c'est très intéressant parce que Morin il dit oui, les liens, bien sûr, il y en a partout, mais il y en a même tellement qui sont parfois contradictoires et qui s'opposent les uns aux autres. Et qu'on a parfois des liens contre, des liens contre d'autres qui ont des liens entre, etc., etc. Et c'est, ajoute-t-il, en Edgar Morin qu'il est, c'est ça l'objet de ce qu'on doit travailler, c'est le côté contradictoire de ces liens qui fait l'essence même de la politique. La reliance plurielle activante dialogique, c'est simplement une façon de se reposer une question toute bête, avec qui? Une question qu'on devrait se poser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec qui? La réponse n'est pas forcément humaine d'ailleurs, elle peut être aussi écologique. Avec qui? Des fois, en réponse, il y a des animaux, il y a du vivant, etc., etc. Dans l'objectif, non pas juste de répondre à la question avec qui, mais en fait, dans l'objectif de se transformer soi-même en reconfigurant ces liens. Parce que c'est en répondant autrement à la question avec qui que je continue à me transformer. Mes liens de vie, mes liens de pensée, mes liens de travail, mes liens de fidélité, etc. Reconfigurer ces liens, y compris ceux de fidélité, qui ne sont pas évitables et éternables, me permet de me transformer. Et donc la réponse avec qui est aujourd'hui le cœur de ce qu'on pourrait appeler un urbanisme de la reliance. Merci beaucoup.